Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Là, nous nous sommes connus, Philippe et moi, en 1961 et nous sommes mariés assez jeunes en 1963. Avec beaucoup de bonheur, on était jeunes et plein de projets. Nous avons choisi d'avoir 4 enfants, avec un espace pas trop rapproché pour pouvoir profiter de l'un et de l'autre. Et c'était vraiment un émerveillement de chaque fois qu'une naissance arrivait. Donc nous avons Catherine qui est née en 1964, très rieuse. Brigitte en 66. Elle était toute tendre et joyeuse aussi, avec des beaux yeux bleus. Ensuite, il y a eu Benoît qui est né en 69. Donc un garçon, c'était vraiment le cadeau du ciel, surtout pour Philippe. Et ensuite Éric en 72, qui était très vif et joueur. Voilà, donc les soucis ont commencé assez tôt avec Brigitte, puisque à 5 mois, elle a fait des syncopes très longues et très inquiétantes. Moi, j'ai cru qu'elle allait mourir dans mes bras la première fois. Donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait. C'était assez difficile. Le médecin disait, bon, elle a des bons réflexes, mais voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de son évolution, elle avait quand même beaucoup de mal à faire des puzzles, à mettre les cubes les uns sur les autres. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quand même un souci. En consultant, on me disait que j'étais la mère angoissée. Donc ça n'avançait pas tellement. Même quelquefois, par des pédopsychiatres, j'étais accusée de mère trop fusionnelle, enfin que sais-je. Donc ça, c'était vraiment assez pénible et même culpabilisant. Et puis, la scolarité de Brigitte a été difficile. Et là aussi, les institutrices me disaient, j'ai eu une institutrice qui m'a vraiment choquée en me disant, mais votre fille est idiote, parce qu'elle ne comprenait pas comme tout le monde. Donc il a fallu faire la course, on peut dire, à trouver des établissements scolaires qui acceptent Brigitte comme elle est. Et c'est ça qui nous a fait arriver à l'école Steiner, l'école Perceval. Donc, parce que c'était une école justement avec une pédagogie plus adaptée. D'ailleurs, Brigitte en garde un très bon souvenir. Mais là aussi, ça n'a pas pu durer parce que, arrivée à l'âge de la 5e, elle ne pouvait plus suivre non plus suffisamment. Donc, il a fallu trouver une école à petit effectif où là, en apprenant, en répétant, voilà, j'étais beaucoup là avec elle pour lui permettre d'apprendre. Elle avait beaucoup de mémoire. Donc, elle a réussi quand même à obtenir un BEP de secrétariat. Moi, je me suis mis en route plus tard. Hein. Ça a été tout ce que tu décris au début. Je ne l'ai pas vécu de la même façon parce que j'étais complètement heureux d'avoir nos 2 garçons, nos 2 filles. Et
vraiment heureux d'avoir ce quatuor-là. Autant les uns que les autres avec leur personnalité. Et je me souviens encore en particulier de la naissance du premier fils, qui était de Benoît, qui représentait quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, c'est pas que les autres n'étaient pas importants, mais là, il y avait une question de nom. Je suis assez fier de notre nom, qui est un peu original. Il est connu dans le sud-ouest, mais il est moins connu ailleurs. Et c'est vrai que là, je me dis, ça y est, ce nom-là il est entre les mains maintenant de quelqu'un et il va durer. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Bon, et je me souviens que mon père qui vient me voir, il se déplaçait pas trop, mais là, il est venu de ses Pyrénées pour la naissance du fils. C'était quelque chose d'important, du petit-fils. Et Benoît, oui, se souvient évidemment pas, mais il est tout à fait capable encore de me le reprocher. Ça, cet attachement un peu fort, sans doute trop fort. Donc j'étais un peu sur mon petit nuage, et c'est vrai que les difficultés de Brigitte me sont apparues, parce que c'est surtout Charlotte qui m'en parlait. De temps en temps à l'école, dans l'école primaire, j'entendais parler effectivement de difficultés, mais il y avait toujours quelque chose qui compensait, elle était drôle, elle avait ses beaux yeux, elle gagnait, je me souviens très bien en maternelle, elle avait gagné un prix de course. Et c'est drôle parce que ça dure. C'est un prix de tri, sans doute qu'elle avait l'habitude de ranger les affaires et elle a toujours aimé ranger. Voilà, j'étais vraiment heureux avec ça. Et puis, quand on partait en bande, les 4 et nous, on marchait, on randonnait, et j'étais très, très heureux. Il y avait Charlotte qui partait en tête et qui montrait le chemin, les 2 garçons qui suivaient bien, et puis Brigitte, pas aussi hardie, et elle, je la transportais souvent petite dans le sac à dos de l'époque. C'était des sacs à dos où on pouvait, puis en forme assez évasée. Elle était assise en tailleur, et elle avait une superbe Charlotte sur la tête. Alors moi, tout le monde se retournait après quand il la voyait, tout le monde se retournait pour regarder un peu plus longtemps. Donc j'étais très fier, quoi. Voilà, tout ça m'a fait passer plus agréablement cette habitude du léger handicap que moi je pressentais, et avec Charlotte. Donc, en grandissant, Brigitte, elle a réussi quand même à avoir un métier. Elle était secrétaire dans une petite boîte immobilière. Et comme c'était un travail assez répétitif, eh bien, ça marchait bien. Son patron l'aimait beaucoup. Puis le patron a pris sa retraite et du coup, les choses se sont gâtées parce que le successeur du patron était beaucoup plus exigeant et sentait que Brigitte avait une difficulté quand même que d'autres n'avaient pas, et finalement lui a confié des tâches simplement de photocopie. Bon. Donc au bout d'un moment, on a rompu son contrat. Et c'est là qu'a débuté toute une errance au niveau du travail, parce que Brigitte, justement, elle avait vraiment une volonté, je veux travailler. Alors elle a fait toutes sortes d'essais, que ce soit dans des lycées pour s'occuper du jardin, que ce soit à l'accueil au collège pour des petites tâches administratives. Mais c'est pareil, là, au bout d'un moment, les responsables voyaient bien qu'elle n'assumait pas toutes les tâches de son travail malgré sa bonne volonté. Donc pour elle, ça a été un peu d'échec en échec. Et là, au bout d'un moment, elle a même... on a donc essayé de faire un dossier avec la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et pour qu'elle puisse travailler en milieu adapté, en ESAT. Et là aussi, au bout d'un moment, j'ai complètement été ahurie, parce que Brigitte, elle est très volontiers. Elle partait en vélo pour son travail, courageusement. Elle s'occupait d'horticulture. Elle aimait beaucoup la nature. Donc, vraiment, elle y allait avec
avec plaisir. Et puis, à un moment donné, les responsables de l'ESAT ont dit non, elle ne peut pas continuer parce qu'elle est trop dispersée. Et alors, la grille d'évaluation était assez ahurissante parce que tout était apprécié chez notre fille, l'exactitude, écouter les consignes, les relations avec les autres, etc. Puis au bout du compte, non, c'est plus possible. Donc ça a été très, très, très difficile pour elle et pour nous. Enfin, vraiment, on n'a pas compris qu'en milieu adapté, on ne puisse pas s'adapter justement à quelqu'un qui a un handicap. Tu passes peut-être un peu vite sur tout ce qui s'est passé dans la petite enfance de Brigitte. Moi, je voudrais simplement quelques faits. Je me souviens très bien l'avoir accompagnée quand elle allait voir la psychothérapeute à qui nous l'avions confiée, à Saint-Germain. Je me souviens très bien. Pendant qu'elle était en séance de thérapie, moi, j'allais courir sur la terrasse de Saint-Germain. Et au retour, j'avais un entretien avec la thérapeute. Et un jour, cette thérapeute me dit « Votre fille est en train de vous dire qu'elle veut un chien ». Et effectivement, elle lui avait fait dessiner une niche. Bon, ça c'était assez évident. Mais alors, il y a un petit truc qui va pas très bien, c'est que la niche, elle est un peu, elle vole. Elle est pas plantée. Bon, c'est pas la peine d'être fin psychologue pour deviner qu'il y avait un message subliminal. Donc, j'ai dû construire une niche. Je suis pas très bricoleur, mais je me suis attaqué à la niche et il fallait que la niche soit de bonne taille parce que le chien était de bonne taille et puis était capable, je pense, de démolir pas mal de choses aussi quand il se mettait en colère. Donc ça a été les débuts des aventures avec ce chien qui a été un personnage extrêmement important, 17 ans de vie commune, et qui à part la niche, il y a eu des ennuis sur lesquels je passe avec les voisins parce qu'il aboyait un peu trop souvent. Il était caractériel. Donc c'était des scènes épouvantables quand il s'agissait d'aller le promener ou il voulait pas se laisser attacher. Bref, ça a été de bons épisodes. Et puis là où ça s'est gâté, c'est lorsque ce même chien qui faisait un bien fou à notre fille, parce qu'elle l'avait complètement adopté, avec Benoît, là ça a été le drame, parce que lui était furieux contre ce chien. Mais furieux. Il supportait pas que quand il passe, le chien aboie. Il aboyait pas avec Brigitte, mais il aboyait avec lui. Et ça, il supportait pas, et du coup, il le narguait, il le taquinait, il lui a cassé les dents. Bon, c'était tout ça, on l'a pas cité dans le livre parce qu'on voulait pas en rajouter des côtés spectaculaires. Et si bien que ce chien qui était destiné à être rassemblé à la famille a été un instrument de division. Et il est mort de sa belle mort. Je dis pas que ça a ramené la paix, mais ça a laissé des souvenirs un peu difficiles. C'est pour moi un exemple qui reste de quelque chose qui était dans des familles normales, destinées à être un fédérateur, et qui devient là quelque chose qui sème la bagarre, quoi. Et la jalousie. Brigitte est toujours restée très attachée aux animaux. Elle a eu des poissons rouges, des oiseaux, des hamsters, des cochons d'Inde, enfin que sais-je. Elle aurait rêvé d'avoir une chèvre dans le jardin. Un lapin. Et lapin. Et du coup aussi, on lui a permis de faire de l'équitation. Et ça a été vraiment très, très, très positif pour elle. Et on regrette que maintenant, elle puisse pas en faire parce qu'il n'y a pas de club proche pour elle, donc c'est compliqué. Mais elle rêve encore. Sauf qu'elle est quand même maintenant plus atteinte qu'elle ne l'était quand elle a commencé à faire de l'équitation dans un club où elle en faisait comme les enfants de son âge. Et là, on a fait des tentatives de la faire inscrire dans un club un peu plus loin du foyer où elle vit actuellement. Mais elle ne pouvait que, c'est déjà pas mal, mais elle pouvait que faire du soin au cheval et pas du tout monter. Parce que dès qu'elle montait, elle avait une peur bleue. Alors ça fait partie justement des symptômes imprévisibles de ce type de handicap, handicap psychique, qui s'est révélé plus tard
comme étant vraiment une maladie psychiatrique. Parce qu'il y a, tout d'un coup, il y a des impossibilités, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient, on est complètement surpris. Et des comportements qui changent de tout au tout. Donc, on n'est pas habitué à ces imprévus, à ces retournements de comportement. Cependant, quand même, Brigitte, elle n'a jamais été vraiment très, très difficile, parce que très sociable, très affectueuse, très serviable. Donc, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que justement, dans la famille, on avait déjà ce souci avec Brigitte, et qui était quand même de taille, parce qu'il fallait l'amener chez l'ergothérapeute, chez l'orthophoniste, chez la psychothérapeute, enfin, ça prenait beaucoup de temps. Et c'est que notre fils Benoît, qui était vraiment un petit garçon rieur, très sportif, futé comme tout, Benoît, quand il était en seconde, tout d'un coup, est resté au lit, impossible de le faire se lever. Impossible. On a tout essayé, la carotte et le bâton, tout. J'ai essayé les procédés au début assez doux, c'est-à-dire de lui discrètement, de lui demander de se lever, puis de plus en plus ferme, puis un petit verre d'eau sur la figure, puis j'ai commencé à virer le matelas et retourner le lit, je me suis un peu cassé le dos, et tout ça ne servait mais strictement à rien du tout. On était complètement dépourvus et démunis devant ce comportement qui n'était pas du tout habituel avec... Enfin, pour Benoît, c'était vraiment complètement inattendu. Donc, les choses ont commencé vraiment à être difficiles parce que de fil en aiguille, comme il restait au lit, il avait presque plus d'amis. Il promettait d'aller faire du foot avec ses copains, mais finalement il n'y allait pas. Et puis il n'allait plus en classe. Il n'allait plus en classe, il s'est complètement déscolarisé. On a fini quand même par pouvoir le scolariser à Paris dans un établissement privé à petit effectif qui a accepté qu'il vienne 2 jours sur 5. Hors contrat. Hors contrat. Donc Brigitte était dans une école hors contrat et Benoît aussi. Donc la charge financière était quand même assez énorme. Bon. On en avait la possibilité, c'était pas le pire. Mais je crois que ce qui nous a vraiment atteint, et moi particulièrement, c'était vraiment de me dire cet enfant, enfin, qui promettait beaucoup de choses, de réussite, voilà, de joie de vivre, de relations. Tout d'un coup, c'est comme tout cassé, c'est comme voilà. Donc ça a été vraiment douloureux, d'autant que avec Philippe, on avait un peu indifférent parce que Philippe trouvait que justement peut-être que les choses allaient s'arranger si Benoît rentrait en pension. Or moi, j'avais eu dans ma famille justement des cousins qui avaient eu des troubles psychiatriques à la suite d'un internat. Donc, j'ai dit à Philippe, écoute, moi, je suis pas tranquille et on va consulter un psychiatre pour avoir son avis et prendre une décision en fonction. Pour moi, c'était très clair. Il n'arrivait pas à travailler, mais il fallait le mettre dans un établissement en pension. Dans un lieu connu. Pour nous, c'était les oratoriens de Pontoise, où on avait des amis prêtres, et sa place était réservée. Et puis c'est là que tu as décidé et je me suis soumis, je dois dire, de consulter ce psychiatre. Ça me fait pas du tout plaisir. Et le psychiatre, quand il nous a rencontrés tous les deux, a été quasiment directif, et là ça me mettait hors de moi, qui me donne des ordres. Il me dit, vous allez le massacrer. Enfin, c'était pas des termes comme ça, mais c'était pas loin. Donc il faut le garder avec vous. Si vous le mettez en pension, c'est terminé.
et vous le gardez, mais je vous laisse pas seul, je vais vous aider. Et ces mots-là, ça a été une clé. Brigitte, quand elle avait à peu près 8 ou 10 ans, j'ai fini, parce que justement on était dans le flou, j'ai fini par consulter à la Salpêtrière le chef de service qui était très réputé. Et il a fait un compte-rendu de séance. Quand j'ai reçu ce compte-rendu, il y avait des choses qui ne me paraissaient pas très claires. Il disait que Brigitte avait des défauts de logique. Et j'en ai parlé à une amie qui était psychologue à la Salpé. Et elle m'a dit, écoute, tu vas lui refaire des tests. Et moi, je serai là pour évaluer et je te le dirai. Chose qui était très inhabituelle. Et effectivement, là, il y avait tous les signes dans ses dessins, dans ses expressions, ses désirs, qui révélaient vraiment un handicap psychique. Voilà. Pour Benoît, ça a été plus rapide. Hein. Oui, pour Benoît, ça a été plus rapide. C'était plus rapide parce que le psychiatre qui a décidé de nous suivre tous les deux, a fait son diagnostic très très vite, c'est surprenant. Le mot de borderline que je connaissais pas, est venu. Et c'est là qu'il a dit, bon, mais c'est grave. Je me souviens très bien de l'image qu'il a employée. Vous êtes sur une ligne de crête avec lui. Si vous le laissez tout seul, il bascule d'un côté ou de l'autre. Sinon, la seule manière de le faire, c'est de l'accompagner. Et vous êtes avec lui, tous les deux avec lui. Ouais, moi, ça me parlait beaucoup cette image parce qu'en montagne, on a marché sur un certain nombre d'arêtes, on a escaladé un certain nombre. Donc, on connaissait bien cette image. Et on a décidé effectivement de suivre ses conseils. Et moi, j'ajouterais que il y a ces années quand même qui sont déjà un petit peu lointaines. Même les pédopsychiatres n'osaient pas vraiment dire la vérité aux familles. Moi qui fais une formation en psychologie, j'allais à des conférences où il y avait des grands psychanalystes d'enfants. Et une fois, justement, le thème, c'était les psychoses infantiles. Bon, donc, le conférencier a fait vraiment des tas d'explications. Et puis, à la fin, on pouvait poser des questions. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous dites à des parents qui viennent avec un enfant de 4-5 ans et vous savez que cet enfant présente des troubles psychiques. Et là, il y a eu un grand silence dans un amphi où il y avait au moins 500 personnes. Et il a dit, Madame, votre question est terrible. Je ne dis rien parce que je sais que ça va être un calvaire pour la famille. Alors, je suis sortie de là en me disant, effectivement, on est laissé seul, sans vraiment avoir la précision d'un diagnostic. Et bon, il faut se battre contre quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Alors, le psychiatre qui nous suivait tous les deux a sous-traité, si je peux dire, un de ses confrères plus jeunes, le suivi de Benoît. Et lui, ça voulait assurer le lien dans le trio, la famille, et les deux psychiatres et Benoît. Et assez rapidement, le psychiatre plus jeune qui suivait Benoît a décroché et a dit non, moi je suis Benoît, et il ne rendait pas compte du tout à son collègue, si bien que tout ce scénario s'est écroulé. J'ai pu garder un lien par téléphone, il ne voulait pas te parler à toi, la maman. Par contre, moi j'ai pu garder un lien, il a accepté de me parler pendant plusieurs mois. Donc de temps en temps du travail, je passais un coup de fil. Il me disait très régulièrement, il faut faire une thérapie familiale, il faut faire une thérapie familiale avec vos enfants, avec la famille, il n'y a que comme ça que vous en sortirez. Et à la fin, il a dit, vous n'avez pas encore compris, donc j'arrête de vous parler. Donc ça a été terminé à ce moment-là. Moi, j'ai été aussi complètement livré à moi-même, sauf avec ce docteur qui continuait à nous voir tous les deux. Où on a eu, ça a été, je sais pas comment dire, on a expérimenté
nos approches différentes. Quelquefois, c'était un tout petit peu orageux, mais moi, je ne suis pas d'un tempérament à aller au clash. Et c'est vrai que de temps en temps, il provoquait un peu. Quand il nous voyait tous les deux, le psychiatre, il me chatouillait pour me dire « Enfin, vous réagissez pas plus que ça ?» Bon, non, moi, c'était pas forcément ma nature. J'entendais, je ruminais après, mais voilà, c'était digéré et accepté, hein, que tu étais différente. Et là, c'est là que le psychiatre nous a beaucoup aidés, ce psychiatre-là, qui nous suivait tous les deux, parce que très tôt, il a dit bon, vous allez avoir à accompagner votre fils Benoît, mais il faut absolument que votre vie de couple continue d'exister, parce que pour Benoît, c'est très très important de voir que vous tenez le coup tous les deux, ensemble. Et donc on s'est plus réparti les rôles, ce qui facilitait un peu les choses, et je pense qu'il a aidé aussi Benoît à mieux se situer par rapport au père ou à la mère. Et alors pour ce qui était de se faire du bien, on partait régulièrement, bon, quelquefois une journée, quelquefois un week-end, et on laissait nos enfants avec leur handicap, confiés à des amis, des voisins. Des voisins qui surveillaient la maison, qui entendaient si jamais il y avait eu des cris. Et puis on passait un petit coup de fil quand même. Alors effectivement, nos 4 enfants ont vécu à la maison jusqu'au moment où notre fille Catherine, qui faisait des études d'institutrice, est partie de la maison pour louer une petite chambre près de son école. Et donc, nous sommes restés avec Brigitte, Benoît et Eric. Or, ça a été les pires moments de ce qu'on a vécu. Parce que Brigitte, elle avait été des amis qui étaient complètement... C'était son adolescence. Hein. Voilà. Donc, elle avait des relations un peu bizarres avec des copains qui lui couraient après. Elle ramenait beaucoup de monde à la maison qui n'était pas forcément très recommandable. Donc ça a été un moment... Jusqu'à une personne SDF à Saint-Germain qu'elle a ramenée pour la faire coucher à la cave chez nous. Enfin, sans nous le dire évidemment. Donc on s'est retrouvés le lendemain matin avec une personne qui était complètement droguée et qui avait... Enfin voilà, il y avait ces comportements-là quand même complètement invraisemblables. Et Benoît, lui, était aussi ou prostré dans sa chambre, ou quand il descendait pour prendre un déjeuner complètement décalé par rapport à nous, s'il y avait la moindre contrariété, il s'en prenait surtout à moi. Il pouvait être très violent. Un jour, il a failli me casser son bâton de Aïkido, parce qu'il faisait du Aïkido, sur moi. Heureusement, c'est tombé sur la rampe de l'escalier qui en a gardé la marque. Et là, c'est pareil. Le psychiatre qui suivait Bruno à ce moment-là, je l'ai appelé et j'étais effondrée parce qu'il m'a dit « Mais quels sont les médicaments de Benoît ?» Et finalement, je vous avais dit de faire une thérapie familiale. Or, le psychiatre qui nous aidait nous disait « C'est pas la peine. C'est pas la peine de faire une thérapie familiale parce que pour des tas de raisons. » Bon, enfin, C'était le même problème lorsque Benoît a décidé de faire, on pouvait encore faire le service militaire à l'époque, le service national. Et pour lui, c'était une façon de devenir homme, même avec tous ces malaises et tout son mal-être, il voulait absolument faire ce service. Et le psychiatre qui le suivait insistait pour qu'il le fasse. Et le psychiatre qui nous suivait lui dit là vous êtes sûr du massacre. Moi je l'ai fait, le service national, et j'ai vu ce que ça pouvait donner. Donc effectivement, je pensais que c'était pas bon qu'il le fasse. Et moi, j'ai eu un mal fou à le convaincre. Il a fallu ramer, si je peux dire. Heureusement, il est allé jusqu'au bout des démarches pour se faire inscrire. Et puis, il a été refusé, heureusement. Parce que sinon, je crois qu'on ne serait pas sorti de là. Je voudrais dire un épisode, peut-être, une chose qui a été quand on s'est organisé un peu tous les deux pour
je pense surtout à Benoît, effectivement, pour notre présence séparée. On n'était pas tout le temps tous les deux en face de lui. Il y avait des moments où toi, tu pouvais t'échapper le soir pour suivre des cours pour ta formation. Et moi, je me retrouvais seul avec Benoît. Et on avait convenu que dans ces cas-là, je préparais le dîner pour nous deux, pour lui et moi. Et on se retrouvait ou on se retrouvait pas, parce que ça dépendait de son bon gré. Il pouvait rester au lit et inverser et se lever la nuit, comme on l'a dit. Bon, mais moi, je gérais, j'attendais. Et puis de temps en temps, une fois sur 2, sur 3, il descendait et il s'installait. Là, j'ai eu de bons dialogues, quelquefois très orageux, et j'ai essayé de placer quelques petites réactions, notamment, ça que je ne l'ai pas raconté dans le livre, c'est au moment où il avait quelques aventures féminines, et je savais que c'était pas dans les tout à fait orthodoxes, quoi. Et je lui fais des remarques. Et alors là, j'ai eu une réaction, mais d'une certaine manière, ça m'a rassuré. Il m'a dit, je t'interdis de me parler de ces affaires-là, c'est moi, c'est pas toi. Bon. Il dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, ça veut dire qu'il s'affirme un peu. Au moins, il y a un sujet sur lequel il s'affirme et il peut s'opposer. Ou une autre fois, ce que j'ai raconté aussi, j'avais réussi à sortir avec lui au cinéma, l'amener au cinéma. On sort aussi à Paris, on va prendre un pot après, et je le vois qui, à la terrasse, accroche le regard d'une jeune fille jolie qui passait, mais il accroche le regard, je fais le geste. Et il se retourne vers moi après, et il s'est posé, il m'a dit, le regard voulait dire, toi tu sais pas faire ça. Bon, je me dis là aussi, petit signe qui montre qu'il est capable de s'opposer à moi, et c'est pas mauvais. Finalement, ça prouve qu'il s'affirme, d'une certaine façon. Alors, il y avait pour Benoît des accès de violence qui se sont passés sur moi, mais aussi sur son plus jeune frère, Éric, parce qu'il a quand même failli le tuer 2 fois. Une fois sous la tente, parce que nous campions très souvent avec les enfants, ça faisait partie de notre manière de vivre les vacances. Et un jour, je dis à mon mari, écoute, je trouve qu'il y a un bruit bizarre dans la tente des garçons. Donc on est allé voir, et effectivement, Benoît avait les mains très serrées sur son frère. Bon, donc évidemment, on les a plus fait coucher ensemble dans la même tente. Enfin, voilà, c'était le genre de réaction complètement farfelue, inattendue. Et une autre fois, on était partis pour juste un soir, et Bruno a poursuivi son frère avec une pioche. Et du coup, Éric est allé se réfugier chez des voisins. Et pour Éric, ça a été extrêmement difficile de digérer tout ça. Et ça l'est encore un peu. Moins, mais un peu. Donc, dans tous ces tracas, pour pas dire ces horreurs parfois, il y a eu vraiment des moments où moi je savais plus comment faire. Et donc, vraiment, je suppliais le Seigneur de me venir en aide. Je me vois dans le salon, à genoux, vraiment, mais suppliant, parce que je voyais plus de solution. Donc, ça a été quelque chose de très fort, d'accepter justement ma pauvreté, des incapacités, d'être devant des imprévus aussi étranges, mais que le Seigneur est là et vraiment accompagne nos enfants. Voilà, ça a fortifié quelque part ma foi dans ce Christ sauveur. Je n'avais pas du tout le même type d'expression, même si ça nous arrivait de prier ensemble quand même de temps en temps. Mais pour moi, c'est, je sais pas comment dire, une prière assez spontanée, à partir surtout de psaumes, quelques passages du Nouveau Testament. Mais les psaumes, c'est vraiment un langage qui est
pour moi, me convenait parce que j'ai pas besoin de parler, c'est la formulation. Je fais mienne cette formulation. Et avec cette succession de passages où on dit, bon, je suis amené à dire avec le psalmiste, c'est Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, et c'est sauve-moi. Bon, simplement le fait de le dire, quelquefois de le chanter avec des Negro Spirituals que j'ai commencé à fréquenter. Et puis à d'autres moments, dans le même psaume, c'est comme une espèce d'ondulation, de vague, il y a une louange qui surgit. Et puis on repart. Et ça, c'était pour moi un raccourci de ce que j'étais en train de vivre. Parce que je crois que j'ai eu, oui, je crois que c'est une grâce de ne jamais lâcher cette confiance que Dieu nous est là, est proche, et qui vit les mêmes choses que nous. C'est ce que j'ai trouvé, alors que dans l'Église, c'est pas évident de faire comprendre ça. On est prêt à accepter toutes sortes de pauvreté, mais celle-là, quelqu'un qui vous déroute et qui, par son comportement, elle est encore assez mal admise. Et là, j'ai trouvé dans ces propos d'un évêque, c'est toujours l'archevêque de Rennes, qui a dit à l'occasion d'une intervention qu'il faisait pour l'association dont nous nous sommes occupés tous les deux, et dont moi j'étais responsable, Relais Lumière Espérance, il a pu dire d'une certaine façon, prenez des risques en fréquentant ces personnes, c'est eux qui vont vous enseigner de façon complètement déroutante, mais si vous ne prenez pas le risque, vous les isolez encore plus. Donc mouillez-vous d'une certaine façon. Et c'est un des seuls que j'ai entendu, ecclésiastique, que j'ai entendu dire des choses aussi nettes. C'était aussi l'expérience non seulement de demander au Seigneur l'aide pour nos enfants. J'ai vite compris que je n'allais pas demander la guérison, mais vraiment la force, l'intelligence de les accompagner comme ils sont. Mais c'était aussi pour moi, parce que je sentais de temps en temps que moi aussi j'allais dans le trou, que j'étais complètement désespérée, que j'avais plus l'énergie, etc. Mais finalement, justement, dans le credo, en plus, justement, quand j'allais à l'église, quelquefois, j'avais plus envie de pleurer qu'autre chose. Mais le fait qu'il y avait des paroissiens autour de moi qui récitaient ce credo, ça me soutenait énormément. J'ai pris conscience de la force de la communauté. Et puis, cette phrase, il est descendu aux enfers. Le Christ est descendu aux enfers. Et je me suis dit, effectivement, nous, on vit des choses infernales. Et ben, le Christ est là, il est descendu, y compris dans mes tours. Voilà. Je peux pas cacher que quelquefois, quand on partait en voiture avec Benoît, tous les deux, que je pouvais penser que j'allais me flanquer contre un arbre, parce que c'était tellement épouvantable. Donc cette proximité du Christ qui nous a tenus par la main, qui est venu vraiment se faire proche de la détresse, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement découvert. Et moi, il y a une espèce de force à laquelle je croyais, une force de la présence de Dieu, mais qui s'est révélée vraiment par épisode. Et il y en a un qui m'a marqué un peu, il me marque pour toute ma vie. Donc Benoît se décide quand même à quitter la maison, plutôt c'est nous, sur les instances du psychiatre qui nous ont dit vous n'allez pas tenir. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut le faire partir et vous n'avez pas le choix. Vous mettez ses affaires. Il nous a dit mais quand est-ce que vous décidez à mettre ses affaires sur le trottoir et à le priver de clés? On l'a fait pendant quelques semaines. C'était un peu douloureux, je dois dire. Et puis, ça suffisait pas. Donc, on a loué un petit studio, une petite chambre dans le quartier latin, pas très loin de là où il était censé faire des études. Et il s'est installé là. Et à partir de ce moment-là, relation coupée, il ne communiquait plus. Sauf une fois de temps en temps où j'ai réussi à le faire sortir pour aller à Fontainebleau ensemble. C'était le seul moment. Et puis, quand on a réussi à le joindre, et il nous narguait, ou il me narguait, moi en particulier, en disant « ça y est, j'ai fait rentrer
un SDF, mais lui au moins c'est un vrai mec. Hein, il s'est battu, je sais pas où, au Tchad ou ailleurs. Il a tué des gens. Ça c'est un bonhomme quoi. Bon, très bien. Et puis il y en a un deuxième qui est arrivé que le premier avait fait rentrer. Puis un chien. Donc tout ça dans 20 mètres carrés. Tout ce petit monde-là cohabité. Et c'est au bout de quelques mois, c'est Benoît qui a appelé au secours et qui nous a dit j'en peux plus. Bon, alors à ce moment-là, il a fallu sortir le grand jeu, c'est-à-dire le faire évacuer, mais en interdisant au SDF de venir, en changeant la serrure avec un serrurier, et puis en partant, en évitant le plus possible la présence du SDF qui allait se retrouver avec la porte fermée à clé. Et j'ai ramené Benoît donc à la maison tous les deux. Et je me souviens toujours de l'épisode où il se trouve que le SDF a réussi quand même à venir nous voir au moment où on partait. Et il s'est adressé à Benoît, il a bien regardé, il a dit « Si ton père n'avait pas été là, je te cassais la gueule. » C'est vrai que ça, c'était... Excusez-moi. C'était un moment de vérité extrêmement fort. Et je dois dire, ça a scellé quelque chose avec Benoît, qui me reste la preuve. Donc Benoît s'est rapatrié à la maison. Et il y avait Brigitte qui avait aussi fait un essai de logement non loin de chez nous. Quand elle travaillait justement, elle avait pu louer un petit studio. Et c'était pareil. Il y avait des voisins très mal intentionnés qui venaient la voir. Bon, donc au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand elle travaillait, le dernier travail en milieu ordinaire qu'elle a eu, elle a eu un ami qui l'a appelé, qu'elle avait connu ici dans la région parisienne, mais qui était dans le Jura, et lui dire écoute, Brigitte, je suis pas bien du tout, je voudrais que tu viennes me voir. Et là, Brigitte est partie sur le champ, sans tambour ni trompette, si on peut dire, pour aller rejoindre cet ami et lui voler au secours. Ça, c'était tout à fait dans son être, d'aller vers les autres. Et évidemment, le patron a licencié Brigitte pour être partie sans rien dire. Mais Brigitte est restée plusieurs jours. Nous, on ne le savait pas. Et Brigitte est restée plusieurs jours claustrée dans son studio. Et puis au bout d'un moment, la voyant plus téléphoner ni quoi, je suis allée frapper et c'est là que j'ai vu qu'elle était dans le noir, elle était complètement dépressive. Donc c'est là qu'elle est revenue à la maison. À partir du moment où Brigitte a eu ce comportement de quitter son travail sans prévenir personne, et puis s'est retrouvée dans son studio complètement dépressive, là, effectivement, on s'est dit qu'il y avait vraiment une dégradation de son état. Et elle a été prise en main aussi par un psychiatre et une psychothérapeute. Mais finalement, autant Benoît s'est quand même stabilisé parce que lui, il a rencontré, on pourrait dire que c'est du miracle, sa femme, alors que lui faisait des études, qu'il arrivait quand même pour une fois à suivre. Au moment du repas, il a rencontré justement cette jeune femme d'origine kabyle. Et ça a été le coup de foudre pour lui. Alors il est revenu en disant « on va se marier ». Donc ça a été là aussi l'inattendu. Mais on a rencontré justement cette jeune femme qu'on a trouvée très bien. Je dois dire que j'ai eu un petit doute parce que je me suis dit c'est le coup du mariage blanc. Il a rencontré une femme qui va l'exploiter pour avoir ses papiers. Bon, je n'ai pas échappé à ce doute. Hein. Et la suite a prouvé que j'avais eu tort. Voilà. Là, quand on a vu vraiment que Benoît était un peu transformé par cette rencontre, qu'il avait envie de se marier, chose qui n'était pas forcément écrite d'avance, bon, on a vu que ça l'équilibrait. Mais pour autant, maintenant, ils ont eu 2 enfants, qui sont des enfants magnifiques, qui vont bien.
Benoît s'en occupe bien, il s'occupe aussi de toute l'administration. Mais par contre, il a quand même beaucoup de mal à travailler parce que tout le stress encore, malgré un traitement médicamenteux, il reste quand même extrêmement vulnérable au stress. Et ça, c'est difficile dans un travail. Et le stress, ça peut être une affaire familiale, ça peut être l'examen que passe sa fille, ça peut être une dissension avec son fils ou avec sa femme. À un moment donné, ça, il supporte mal, mais beaucoup plus mal que quelqu'un qui n'a pas des troubles comme les siens. Et ça, pour lui, c'est à chaque fois, ça revient, cette espèce d'angoisse qui le mine, quoi. Et heureusement, il y a sa femme qui pondère et qui équilibre. Oui, alors Brigitte, une fois rentrée à la maison, en plus avec Benoît, c'était pas simple du tout non plus. C'était invivable. C'était vraiment chien et chat. Bon, on s'est dit qu'il fallait trouver un hébergement pour elle. Et alors, on a trouvé quelque chose, un foyer, dans le 92, où elle est allée. C'était un foyer d'hébergement d'abord, donc elle pouvait encore travailler un peu en ESAT, jusqu'au jour où ça n'a plus été possible. Donc il a fallu qu'elle quitte ce foyer, puisqu'il n'accueillait que des personnes qui pouvaient travailler. Et il s'est trouvé que des amis qui habitaient non loin de chez nous ont dit « Ah, il y a un projet en Vendée, une maison qui s'ouvre pour des personnes malades psychiques. Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, on a sauté sur l'occasion. C'est par l'association, le mouvement dont je me suis occupé. C'était Relais Lumière Espérance. C'est là qu'on a connu vraiment la personne qui avait commencé à fonder des maisons de ce type. Et ça a été vraiment un vrai bénéfice, hein, une étape très, très, très propice. Et donc, Brigitte, avec 2 de ses amies de la région, toutes les 3, elles sont parties en Vendée, qui pouvaient à ce moment-là accueillir des personnes d'un autre département, parce que c'était un départ. Et ça, c'était vraiment un très, très beau projet, parce que c'était une maison dans laquelle il y avait 7 personnes en difficulté psychiatrique, qui vivaient aidées par 2 animatrices, une le matin et une l'après-midi. Et puis, il y avait une certaine autonomie le soir et le week-end. Il n'y avait pas de... Mais le week-end, il y avait des bénévoles qui passaient pour s'occuper, enfin voilà, pour voir comment ça se passait. Et là aussi, Brigitte est restée 6 ou 7 ans. Donc, on espérait vraiment que c'était la solution pour elle. Et malheureusement, tout d'un coup, elle s'est mise à avoir des hallucinations, des délires, enfin... Bon. Ce qui fait que les animatrices nous ont dit, bah, écoutez, c'est plus possible. D'abord, il faut la faire hospitaliser. C'est ce qu'on a fait. Et puis, elle est restée 6 mois à l'hôpital psychiatrique de la sous-préfecture de Vendée. Et c'est de là qu'elle nous a fait comprendre, et je me souviens très bien de la lettre qu'elle nous a écrite, de là, je ne vais pas bien, mais je sais que vous m'aimez. Et ça, c'est resté. Je peux vous dire, c'est resté. Même lorsque, encore maintenant, elle dit « mais vous voulez plus de moi », etc. Mais bon, la suite, souvent, c'est une lettre « papa et maman, je vous aime beaucoup ». Voilà, ça passe d'un état à un autre assez rapidement. Parce que là, finalement, ne pouvant pas rester en Vendée, il a fallu chercher encore un autre établissement. Les animatrices nous avaient dit « bon, mais là, je crois qu'il faut vraiment un foyer médicalisé » pour qu'elle soit beaucoup mieux cadrée, qu'elle soit très bien suivie en psychiatrie. Et c'est là que, grâce à l'association UNAFAM, dont je me suis beaucoup occupée, enfin je m'en occupe encore, un ami, un bénévole m'a dit il y a une place dans le foyer médicalisé, dans les Yvelines. Donc on a fait le dossier très rapidement et c'est là que Brigitte vit encore. Donc on la voit régulièrement, elle vient à la maison, mais elle repart volontiers dans son foyer. Mais son état quand même, c'est de nouveau dégradé. Et c'est vrai que ces temps-ci, enfin depuis l'été, elle présente des symptômes d'obsession, des idées fixes,
elle peut Elle manque harceler, oui, elle peut harceler, téléphoner 15 fois dans des la manques de journée. tout, de relations, de nourriture, alors qu'elle est entourée, mais qu'elle a une alimentation tout à fait correcte, tout à fait normale, mais c'est jamais, c'est pas le bon. Oui, c'est pas les bonnes relations, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bonnes. Oui, c'est surtout des De bonne demandes nourriture, et répétitives. tout le temps ça revient, ça revient, ça Tous revient. les jours, quand elle nous appelle, bon, quand on fera les courses, tu achèteras des bouteilles d'eau, des gâteaux. Il y en a une grande, grande liste. Et forcément, je lui dis, écoute, on peut pas acheter tout ça, tu as déjà ce qu'il faut. Donc, le lendemain, ça se répète. Et même le personnel du foyer nous a dit qu'elle était quand même usante. Ce qui est très vrai, c'est qu'elle a une foi qui s'exprime assez spontanément. Elle est capable, quand elle s'exprime à propos d'un texte d'évangile, je montre le priant en église qui est là, c'est ses livres de chevet, et pour commenter ou pour réfléchir, parce qu'elle peut réfléchir évidemment, et prier sur un texte qu'elle peut lire tous les jours, elle a d'une très courte durée, mais des mots tout à fait sensés et tout à fait précis, et qui témoignent de quelque chose qui vit intérieurement. Dans le livre, on nous a dit que Brigitte avait une âme, et c'est une âme, c'est une âme. Et ça, c'est très vrai, elle rayonne. Et c'est la même personne qui peut se trouver complètement, comment dire, des accès par moments et sans repère, mais c'est la même. Et ça c'est vraiment le mystère, mais qui fait l'espérance pour moi, elle est là. Alors que la réalité humaine est extrêmement dure, il y a quelque chose qui vit en elle, qui n'est pas dispersé, et qui est vraiment, pour moi, là, il y a la trace de Dieu. Bon, c'est vraiment très très forte. Oui, alors moi je dirais que récemment, nous faisons partie de Foi et Lumière, ce qui n'est pas toujours évident parce que normalement, à Foi et Lumière, ils accueillent plus des personnes avec un handicap mental, c'est-à-dire des déficiences intellectuelles, ce qui n'est pas le cas de Brigitte. Mais bon, à force de demander qu'elle puisse y participer, bon, ça a été accepté. Et la dernière fois, là, il y a à peine 15 jours, nous étions dans une réunion de Foi et Lumière, et puis il y avait une jeune animatrice qui proposait des chants très joyeux, des chants mimés. Je voyais Brigitte qui était tout à fait à son aise, qui était très participante. Et puis tout d'un coup, là c'était pour moi une émotion énorme. Brigitte, qui avait été vraiment pénible avant de partir à la communauté Foi et Lumière, elle est venue vers moi, elle m'a tenue dans ses bras, pareil avec Philippe. Et après, elle est allée voir une personne avec un handicap moteur dans un fauteuil roulant. Et elle lui a pris les mains et elle s'est mise un peu comme à danser. Et là, je me suis dit, mais vraiment, ces chants au Seigneur, cette atmosphère priante, voilà, elle a pu de nouveau atteindre ce trésor en elle de la foi qui la faisait devenir tout autre. C'était complètement inattendu aussi, ce jour-là. La façon dont ça a évolué, c'est que moi, je suis de plus en plus attaché d'abord au contact personnel avec les personnes plus vieillies, plus c'est ces rencontres personnelles qui comptent et qui ont du prix, donc des petites choses, pas forcément comme j'ai pu le faire avant dans des associations ou des mouvements, mais c'est quelque chose c'est pas une curiosité, mais c'est le goût pour vivre avec une personne, et ne serait-ce que des courts moments, essayer de faire sortir de cette personne et percevoir d'abord comme le meilleur d'elle-même, quoi. Le côté un peu mystérieux. Et chaque fois qu'il y a ce mystère-là que je pressens, je me dis, là, il y a quelque chose de Dieu qui se passe, hein, et qui se transmet, et que j'ai vraiment beaucoup de goût à essayer de comprendre. Moi, c'est vraiment le retournement de façon de voir le Seigneur, c'est parce que, bon, on disait le Seigneur Tout-Puissant, Saint est le Seigneur. Bon. Et finalement, maintenant, c'est vraiment contempler le Christ, le Dieu qui se fait tout petit parmi les hommes. C'est donc
et de vraiment croire que, oui, dans la personne très fragile, déroutante, agaçante, etc., il y a cette présence du Christ qui peut émerger. Voilà. Et ça allant plus loin, c'est ce que disait, on peut aussi quand même citer Jean Vanier, même s'il a fait quelques bêtises. Je crois quand même, c'est ça, je le vérifie de plus en plus, et en vieillissant, c'est de plus en plus vrai. C'est plus, je sais pas comment dire, quand plus je me sens vulnérable, et Dieu sait si quand je vieillis, je sens, ne serait-ce que pour des problèmes de santé, plus j'ai des chances de laisser passer quelque chose ou de percevoir quelque chose chez des gens des personnes qui le sont, vulnérables aussi. Et ça, cette réciprocité, le fait que ces personnes-là me révèlent ma vulnérabilité, mais pas pour me lamenter dessus, mais pour m'aider à me retourner, hein, et me convertir. C'est sûr que nos enfants nous ont poussés, malgré eux, enfin, c'était pas conscient, mais nous ont vraiment appris à les voir comme des personnes, et pas uniquement comme des malades. Et ça, c'est un regard sans arrêt à reprendre, justement, quand Brigitte nous agace, nous saoule, on pourrait dire. Bon, je dis au Seigneur, écoute, apprends-moi à la regarder autrement, à oublier qu'elle peut être harcelante, à trouver d'autres réalités d'elle-même et l'espérer. Parce que je sais qu'elle a ça en elle. Même si c'est caché sous des symptômes quelquefois très pénibles. Moi, je trouve aussi il y a une source formidable pour nous, et moi que j'arrête pas de creuser, c'est la spiritualité ignatienne, que je fréquente depuis maintenant 30 ans. Plus ça va, plus je trouve la cohérence entre ce qu'on vient d'échanger et ce chemin ignatien que je percevais au début comme un peu trop cérébral et intellectuel, mais finalement c'est fait de tas de petites choses très fines, spirituelles, et puis de foi dans le chemin que Dieu peut faire. C'est que de belles choses à contempler. Hein. Alors moi, c'est quelque chose aussi que j'ai, parce que j'anime dans le cadre de l'association Une Femme, j'anime des ateliers de 3 jours pour des familles concernées comme nous par des proches ayant des maladies psychiatriques. Et donc le premier jour, je vois arriver ces familles, vraiment l'échine courbée, très tristes, désespérées. Et puis au fur et à mesure du travail, des échanges, je les vois se redresser même physiquement. Et il y en a qui, après quelques fois, qui disent des choses mais extrêmement profondes. Je me souviens d'un homme qui disait j'avais un cœur de pierre et puis maintenant j'ai un cœur de chair. Ça, je me souviens que c'était complètement inattendu dans une association qui est laïque. Pour moi, ça rejoint beaucoup mort et résurrection. Vraiment, Jésus qui permet justement de se relever, de se mettre debout. Et là, actuellement, après le dernier atelier, tout le groupe s'est mis sur WhatsApp et finalement échange et s'entraide. Pour moi, c'est un émerveillement. Et là, vraiment, je vois le travail de Dieu dans ces personnes qui vivent quelquefois des cauchemars absolument invraisemblables. J'ai eu l'occasion on m'a appelé un service d'accompagnement de groupe de spiritualité ignatienne, de vie chrétienne. Et là, cette démarche de me mettre à disposition de personnes pour essayer de révéler ou de les aider, simplement à révéler ce qui est beau en eux. Et ça, j'y suis vraiment très, très heureux. Et je fais la même chose peut-être à titre individuel avec quelqu'un, un ami qui traverse une dépression et qui a des talents de chanteur. Et je me suis mis en situation qu'il m'apprenne à chanter. Et ça, je crois que c'était un cadeau. Quelque chose peut-être que on n'a pas dit, mais qui a été quand même capital pour nous, c'est le réseau d'entraide qu'on a essayé de créer. Quand on n'en pouvait plus, moi j'ai dit à Philippe, écoute, c'est plus possible, on va écrire à des amis, à de la famille, pour expliquer notre situation. Voilà, on a 2 enfants
malade psychique à la maison. On ne sait plus où donner de la tête, on peut dire. Et donc, on a écrit cette lettre, à peu près pour 100 personnes. Et ça m'a aussi appris à oser demander. Parce que c'est pas toujours facile, on doit se débrouiller tout seul, non, j'ai pas besoin, etc. Tandis que là, oser demander, accepter d'être humblement pas capable d'assumer des choses, de recevoir des autres justement de l'aide, c'est quelque chose de très important, je crois, pour les familles. C'est très, très important. Et ça nous a beaucoup aidés et encore maintenant. Il y a des personnes qui vont voir Brigitte dans son foyer, qui font quand même 45 km aller, 45 km retour, pour aller lui rendre visite. C'est très sympa, quoi. C'est courageux. Et ça, je crois qu'il faut le dire aussi pour les familles concernées par ces maladies, parce que bien souvent, justement, elles sont trop seules. Et ça, c'est... Je pourrais dire tout le travail que j'ai fait depuis 20 ans dans le cadre de l'UNAFAM pour vraiment dire aux personnes ne restez pas seules, trouvez de l'aide dans l'association, mais aussi autour de vous. C'est vrai que notre amour-propre est touché parce qu'on dit on n'est pas capable de se débrouiller, mais il faut passer par-dessus. Voilà, c'est vraiment... tout un cheminement, en effet, que nos enfants nous ont permis de faire, même si c'était parfois très difficile, mais que ça reste une préoccupation encore, parce que, voilà, Brigitte, par exemple, on a décidé d'entamer une démarche de curatelle, mais c'est pas simple non plus. Il y a toujours quelque chose en plus qui se rajoute. Alors ça, maintenant, c'est la préoccupation de ce qui va se passer après nous, dans la mesure où on le maîtrise, mais au moins prévoir la prudence qui fait qu'on est obligé de baliser, au moins baliser le chemin et pas laisser nos enfants à l'abandon. Quand vous laissez dire, ça y est, c'est nous, on a fait notre boulot, on s'en va, c'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer, tout en sachant très bien que c'est d'abord dans les mains du Seigneur et pas dans la nôtre. Il faut peut-être l'aider un peu. Et là, on retrouve aussi la question de la fratrie, parce que notre fille Catherine, qui s'est éloignée justement de la région parisienne parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait des enfants, donc elle voulait protéger ses enfants contre les violences de Benoît et le comportement inadapté de Brigitte. Mais là, maintenant, elle dit, comme vous vieillissez, je vais avoir quand même mon rôle. Mais ça a été pour elle difficile de s'éloigner. Elle dit souvent, vous vous êtes pas rendu compte comment c'était une souffrance d'avoir un frère et une sœur malades psychiques. Et pour le dernier, Eric, c'est plus les traumatismes qu'il a reçus directement par son frère, pas du tout par Brigitte, dont il est proche, effectivement. Vraiment, il est gentil, et sa femme aussi... il est tout à fait d'accord pour s'en occuper. Aller la voir de temps en temps, la sortir du foyer, voilà. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance,
Un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.